Alors, les marchés bougent, les marchés s'envolent, certains marchés baissent. Et on a eu un premier trimestre assez volatile à cause, bien sûr, des tensions géopolitiques que vous connaissez, à cause de certaines implications macroéconomiques. Donc, c'est dans cette vidéo, dans cette intervention que je vous propose, on va regarder ensemble quels seraient ou quels pourraient être les actifs majeurs à regarder pour le deuxième trimestre qui va bientôt commencer. Donc, nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Les marchés sont relativement en attente de statistiques majeures cette semaine, comme par exemple le NFP et puis les chiffres, par exemple, sur les ventes au détail ou les chiffres manufacturiers parce que nous sommes dans la transition de la fin du mois et la fin du trimestre au début donc du nouveau trimestre qui va commencer. Donc le mois d'avril, c'est le 1er avril, ça sera mercredi. Et on va émettre de nouveaux contrats à terme, que ce soit sur les options, que ce soit aussi sur les marchés futurs, les marchés à terme. Donc ici, François Ablé pour regarder avec vous, passer en revue, faire un tour d'horizon. Je vais vous montrer à ma manière les marchés ou les actifs majeurs à surveiller que je pense qu'il faut regarder pour le deuxième trimestre. Vous avez vu au niveau du premier trimestre, donc j'avais fait une vidéo en fin d'année de 2025 pour annoncer les actifs, surtout on s'était concentré surtout sur les matières premières qu'il fallait regarder. Donc, on a vu le cuivre, l'or, l'argent et tout ça. Je vous avais dit que pour ceux qui ont suivi, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur la vidéo est encore disponible. Elle est en anglais par contre, parce que des fois, il arrive que je fasse pardon, des vidéos en anglais pour la communauté anglophone de l'Unix Trading. Donc, j'avais donc annoncé le fait qu'il y ait une recrudescence de l'inflation, que l'inflation repartait à la hausse, on allait avoir, bien sûr, ça allait se répercuter sur la plupart des matières premières, comme le cuivre, l'or, le pétrole, et la plupart de ces matières premières, ou le cacao aussi, on avait vu que j'avais présenté. D'accord? Donc, vous avez vu ce qui s'est passé, et également, on a eu un conflit géopolitique qui est en cours. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser uniquement aux actifs majeurs que vous avez l'habitude de transiger, toujours avec la même thématique de fond, la même thématique monétaire de fond, c'est-à-dire avec l'inflation. Mais on va voir aussi les quatre marchés traditionnels que sont les marchés obligataires, les matières premières, le forex et puis les indices. D'accord? Je vais vous présenter chaque actif dans chaque catégorie. D'accord? Alors, avant de partir, je tenais à voilà, vous présenter. Donc, l'Onyx Trading a un partenariat avec Ninja Trader. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans le descriptif dans la page pour vous intéresser à cette nouvelle plateforme qui est présentement en train de s'attaquer au marché canadien. Donc, l'Unish Trading est le premier partenaire francophone officiel ici au Canada. N'hésitez pas donc à vous intéresser, à m'écrire en dessous des commentaires ou aller directement sur le site de ninjatrader.com. Vous allez voir, ils offrent donc maintenant des comptes à marge pour trader les marchés futurs, les options à partir seulement de 500 dollars. Et on peut ouvrir des comptes à marge à partir de 50 dollars. Donc, c'est quand même assez ouvert. N'hésitez pas donc à vous y intéresser de près. Voilà. Bien, alors, dans cette présentation, comme je disais, je vais juste déplacer mon cadran, voilà, et puis le rétrécir pour qu'on puisse voir, voilà. Donc, les actifs majeurs qu'on va suivre pour le trimestre 2, pour donc, avril, mai, juin, donc pour le printemps. On va regarder donc l'AUD USD que personnellement je trade, que je transige, vous le savez. Mais l'euro-dollar, je ne le conseille pas de le trader. Okay? L'euro-dollar, c'est un indicateur économique. D'accord? Euh, Ceux qui transigent l'euro-dollar, c'est pas tellement une bonne façon ou une bonne idée parce que l'euro-dollar, c'est la conjonction
de deux grandes banques centrales, donc les plus grosses. Il y en a trois, hein, donc il y a l'euro, la BCE, donc la Banque centrale européenne, on a donc la Réserve fédérale américaine, la Fed, et puis aussi on a la Banque de Japon, d'accord, le BOJ, hein, the Bank of Japan. Donc ces trois banques-là sont les trois plus grosses banques au monde. Donc dans le Forex, il s'agit simplement d'utiliser une devise majeure contre une devise mineure pour pouvoir avoir des mouvements directionnels assez explicites. Alors, quand vous tradez par exemple des USD Yen, des euros dollars, vous n'êtes pas en train de faire du trading parce que c'est simplement une jonction de deux grands espaces économiques que vous voulez voir un peu qui est au-dessus de l'autre, d'accord? Donc, j'ai déjà expliqué assez souvent dans mes vidéos passées. Pour ceux qui ont des questions là-dessus, n'hésitez pas à l'écrire en dessous en commentaire. Le pétrole, essentiellement guidé par le blocus qu'on a au niveau du détroit d'Ormuz, de Strait of Hormuz. Donc, c'est donc ce blocus-là qui est donc essentiellement qui est la cause de l'envolée du prix du pétrole, puisque c'est un blocus qui est essentiellement le canal par lequel on évacue une grande partie de l'offre mondiale du pétrole qui est présentement fermée. Donc, ça nécessite forcément, ça crée forcément un impact. Il y a un impact sur un choc de la production sur l'offre. Et donc, quand l'offre est attaquée, forcément, la demande réagit, d'accord? Donc, en termes de rappel économique de l'offre et de la demande. Et c'est cette demande-là qui est tout simplement qui booste les prix du pétrole à la hausse. Je ne crois pas au scénario de 200 dollars le baril. C'est souvent évoqué, mais je ne fais pas attention à ça pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'éléments majeurs qui pourraient montrer en quelque sorte pourquoi est-ce que le pétrole irait jusqu'à la barre des 200 dollars le baril. À 150 dollars le baril, oui, puisqu'on on a déjà touché la barre des 120 dollars le baril. Donc, c'est un scénario qui est assez envisageable. Mais 200 dollars le baril, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse escalade, même si on a quand même des petits soubresauts, mais il faut qu'il y ait une grosse escalade entre du côté de l'Iran et du côté donc, des protagonistes, c'est-à-dire Israël et États-Unis et tout ça. D'accord? Donc, au niveau du SP500, c'est bien sûr la même thématique. Donc, le côté géopolitique qu'on vient d'expliquer, puis aussi le côté monétaire, donc la politique monétaire. On est plus on est dans un changement on est plus dans une transition au niveau du patron de la Fed, c'est-à-dire Jérôme Powell qui s'apprête à partir, qui va être probablement remplacé par Kevin Harsh, qui est lui perçu comme quelqu'un qui est vraiment adepte des politiques monétaires, on va dire plus ou moins du statu quo, donc ce qu'on appelle les ZIRP, Zero Interest Rate Monetary Policy, ou bien qui va probablement baisser les taux plus vite que Jérôme Powell, mais il, peut-être qu'il va être un petit peu aux ordres parce que c'est ce que le président américain Donald Trump espère en tout cas. Trump fait de la politique, Jérôme Powell fait de l'économie, de la macro, donc ils ne sont pas alignés, d'accord? Même s'il y a aussi un pont de la politique macroéconomique qui les lie, mais tout de même, avec une inflation qui répare, il ne sera pas bon de baisser les taux, même si les États-Unis devraient aller en guerre, d'accord? Donc, Jérôme Powell, sa lecture est très on va dire, cadrée de l'économie, pendant que la politique, la lecture de l'économie au niveau de Donald Trump est plus ou moins subjective, d'accord? Donc, crise géopolitique, environnement macroéconomique du côté du SP500, donc SP500 sous pression, d'accord? Et puis on finira avec les marchés obligataires, donc taux long versus taux court. On va voir le spread des taux, taux moyens sur du long terme, c'est-à-dire entre le 10 ans et le 30 ans, qui sont essentiellement les plus tradés. Et puis on va voir ce qu'on a donc le phénomène de pantification, d'accord?
Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, la pantification, quand on parle de pantification des courbes, donc la pente, c'est lorsque les taux longs sont sous pression baissière à cause de l'envolée de l'inflation, puisque l'inflation vient mettre la pression sur la masse monétaire, donc la dette, ce qui fait que les rendements obligataires commencent à être de plus en plus délaissés, puisque le prix des obligations monte à cause de l'inflation. Parce que les obligations varient de façon inverse avec leur prix. Donc, puisque c'est trop cher de détenir de l'argent, on s'en débarrasse. Donc, ça crée un phénomène de pantification, donc de pente descendante, ce qu'on appelle les steepeners en anglais. Donc, ce sont des stratégies souvent qui sont utilisées dans la salle du marché au niveau des cambistes pour faire de l'arbitrage. Ils vont donc se mettre short sur les taux longs et long sur les taux courts. D'accord? Et les taux courts, évidemment, puisque plus personne ne veut emprunter sur du long terme à cause de l'inflation. Donc, les emprunts courts commencent à courir justement de plus en plus. D'accord? Donc, c'est ça là, le phénomène de quantification des courbes des taux. D'accord? Alors, on va aller voir rapidement les marchés financiers. Je vais juste mettre mon écran si possible. Voilà. On commence avec comment dirais-je? Attendez, je vais juste ajuster mon écran. Là. On commence avec l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, donc le Aussie Dollar, bénéficie d'un environnement stable au niveau macroéconomique. On parle même de peut-être d'une remontée des taux de façon graduelle, compte tenu aussi du phénomène d'inflation, puisque l'AUD-USD principalement est une paire de devises qui est très sujette à... Elle réagit beaucoup aux matières premières, notamment à l'or, ok, puisqu'il y a beaucoup de compagnies minières en Australie, pour ceux qui ne savent pas. Donc, l'AUD-USD est très stable, a présenté beaucoup de solidité aussi au niveau des entreprises. Donc, la monnaie australienne euh, commence bien sûr à bien se comporter. Cependant, puisque c'est une devise mineure qui est associée à une devise majeure qui est le dollar, et le dollar est sujet à de multiples soubresauts géopolitiques, lorsque le conflit, ce qu'on a remarqué en tout cas, lorsque le conflit s'intensifie sur les marchés financiers, le dollar se renforce parce qu'on est dans une situation de recherche du gain. On encaisse du gain parce qu'il y a de l'incertitude. Donc le dollar s'apprécie dans des phases de pression géopolitique. Et lorsque le climat s'apaise, on parle plus de trêve, de discussion, de négociation. Le dollar est délaissé parce qu'il retourne. En fait, personne en fait ne veut d'un actif qui bénéficie d'un environnement d'accommodement. Donc, ça fait que euh, il n'y a pas vraiment de recherche, on va dire, de recherche du risque en question. Donc, les acteurs du marché vont plus se focaliser sur les actifs qui étaient déjà traditionnels, qui sont les taux, les paires de devises qui sont aussi sujets au pétrole ou bien au gaz naturel, et puis également aux indices boursiers. D'accord? Donc, pour l'instant, l'AUD-USD est en phase de correction parce que récemment, on a vu que le dollar s'appréciait. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'utilise des moyennes mobiles 13. Le graphique est en données hebdomadaires, donc j'utilise des moyennes mobiles de 13 semaines et 52 semaines, donc trimestrielles et annuelles, d'accord? Pour l'instant, donc, on semble être dans une phase de correction. Pour le deuxième trimestre, donc, ce ne sera pas négligé. On peut avoir donc une correction à très court terme sur l'AUD-USD pour aller toucher le bas des 66 900 dollars, 0,66 900 dollars. Ça, c'est dans l'hypothèse où il y a des escalades au niveau soit des escalades au niveau du conflit dans le Moyen-Orient, qui implique l'Iran et puis les États-Unis avec Israël, ou si on a des hausses de taux d'intérêt
ou bien des maintiens de taux d'intérêt, puisque à la base, initialement, c'était prévu qu'on baisse les taux d'intérêt d'au moins 2 fois, d'accord? Maintenant, avec la remontée de l'inflation de façon inattendue et puis aussi le conflit actuel, on a changé donc de cadre macroéconomique. On est dans une posture de soit on maintient les taux, soit on les augmente de peut-être 15 à 25 points de base. Donc ça, c'est pricé déjà à la baisse sur tous les actifs qui sont adossés au dollar, donc le GBP USD, AUD USD, et, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de dollar australien. Au niveau de l'euro-dollar, comme vous le voyez, on est donc dans un euro-dollar qui est en dessous de la moyenne mobile de 52 périodes, donc en dessous de la moyenne mobile annuelle, d'accord? Ce n'est pas rien. Et avec la stabilité qu'il y a au niveau de la zone euro, puisque les politiques sont assez stables au niveau de la zone euro, la masse monétaire est assez maîtrisée. Ça, c'était un pari, c'est un pari que Mme Lagarde est en train de réussir parce que c'est celui qui était le plus mis à l'épreuve pendant la pandémie, pendant la COVID et la sortie de la COVID, le programme d'urgence d'intervention économique, PEPP, était au centre de l'attention pour pouvoir contrôler la masse 2, la M2. La M2, c'est donc la quantité monétaire qui est utilisée pour faire le dispatch au niveau entre le crédit qui est donc donné au niveau des banques commerciales et qui est réparti donc au niveau des ménages. Donc c'est vraiment la quantité de monnaie la plus importante. D'accord? Et ça, c'est en train d'être réussi. Donc ce qui fait qu'il y a une stabilité au niveau de la zone économique européenne et le dollar qui est donc quelquefois recherché à cause du conflit et quelquefois stable, a réussi à pousser, on le voit ici, le prix, le taux de l'euro-dollar en dessous de la moyenne mobile annuelle. Donc, ça veut dire qu'on est dans une dynamique aussi de soit de stabilisation, donc de sideways, soit dans une dynamique de correction, tout simplement correction baissière. On pourrait même aller chercher la zone des 1,11. D'accord? Actuellement, nous sommes à 1,14. Donc, on peut encore perdre encore presque 300 points de base, donc ce qui veut dire 300 pips, pour aller rejoindre la barre des 1,11. 1,11, 1,11 500. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de l'euro-dollar. Au niveau du pétrole, le pétrole donc, qui est la thématique majeure de cette année 2026, comme j'avais annoncé dans la vidéo du 29 décembre dernier que j'avais fait en anglais, je vous avais dit que le pétrole était donc l'attraction de cette année 2026. Vous avez vu ce qui s'est passé au premier trimestre. On a fait ici un pic à 120 dollars le baril, rapidement recorrigé, puisque la plupart des contrats à thème expiraient je crois, dans 10 jours à ce moment-là. Ce que vous voyez ici en bas avec le logiciel TradingView montre un peu les expirations de contrats en mauve ici. Donc, lorsque on a un pic de volatilité au niveau des marchés financiers et qu'on a une expiration de contrat, généralement, les acteurs du marché se débarrassent des contrats. Donc, ce qui fait que ça a euh, violemment shorté les contrats à thème sur le pétrole. On se retrouve à peu près dans des zones entre 100 dollars le baril et 105 dollars le baril. On pourrait aller même rapidement vers les 115 dollars le baril, dépendamment de ce qui va se passer, puisque récemment, le président Donald Trump, président américain Donald Trump, a menacé ouvertement, a ordonné au gouvernement iranien de rouvrir le canal d'Ormuz sous peine de se voir encore, d'assister encore à de nouvelles frappes. D'accord? Donc, si l'escalade se poursuit, on peut avoir encore une augmentation assez brutale du prix du pétrole. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait pour le pétrole. Ensuite, pour finir avec les indices boursiers, ici, pareil, donc
Le SP500, même s'il est en phase de correction, je le trouve quand même assez stable puisqu'on était pas mal sur des sommets majeurs. On voit quand même que oui, c'est inquiétant. On a traversé la moyenne mobile rapide, donc la moyenne mobile trimestrielle. On a traversé celle également. On a fait des ouvertures des ouvertures de prix, des ouvertures de cotation en dessous de la moyenne mobile annuelle. Donc, on est vraiment dans une dynamique de correction. Je ne parlerai pas de bear market parce qu'on n'en est pas encore là, mais on est vraiment dans une dynamique de correction puisque à chaque joute verbale, à chaque escalade, il s'agira donc d'assister à donc, une correction des marchés financiers. Donc, SP500, neutre, voire baissier. D'accord? Juste pour ceux qui font du day trading. Et puis, on finit avec donc le, les taux. Euh, J'avais pourtant ici, attendez, on va juste regarder rapidement le spread de taux euh, long et de taux court. Bon, ici, on n'est pas vraiment des taux longs, on va parler plus des taux moyens long terme, donc euh, taux de 10 ans, taux de 30 ans, d'accord? On va regarder rapidement ce que ça donne pour soutenir l'argumentaire de pontification. Voilà. Voilà, donc vous voyez, donc on a donc ces mouvements de ce type et on est en train de végéter donc, dans un creux, donc un range de creux, et le phénomène pourrait continuer donc on pourrait continuer à décroître, donc à baisser pour aller rejoindre la barre des moins 0,80%. Donc, les rendements au niveau des taux d'intérêt sont de plus en plus délaissés. Vous voyez que le spread de taux est négatif. Si le spread de taux était positif, donc on allait voir qu'il y a un appétit pour le risque d'emprunter de plus en plus de l'argent. Mais vu que on est dans une phase de marché où on est dans des difficultés, donc le rendement, il est négatif, puisque ça coûte trop cher de détenir de l'argent. Donc, les acteurs du marché vont se débarrasser des taux. Donc, le crédit va peser encore sur les ménages. On peut assister. Ça peut être aussi ça peut apporter un choc déflationniste au niveau du crédit des ménages, des consommateurs. Et à moyen, long terme, s'il n'y a pas d'intervention de banque centrale, ça peut donc provoquer des secousses ou accélérer en tout cas des secousses qu'on a sur les indices boursiers. Donc voilà un peu en gros ce que j'avais à vous dire pour le T2 de 2026. Donc vous allez devoir surveiller l'AUD-USD, l'euro-dollar, l'euro-dollar plus en termes d'indicateurs, pas pour faire du trading, mais l'AUD-USD, oui. Le pétrole, le SP500, et puis pour finir, ceux qui tradent aussi les marchés obligataires, soit en option, donc de trader les taux courts. Bon, ils ne sont pas vraiment courts, sont plutôt les taux moyens, puisque le 10 ans, c'est quand même moyen. Les taux courts, c'est 2 ans ou 5 ans. D'accord? Et puis, ceux qui tradent aussi les taux longs, donc le Bund de 30 ans, qui se traite très bien aussi en option ou bien en contrat à terme. D'accord? Merci donc d'avoir suivi cette intervention. Je vous retrouve plus tard pour d'autres interventions. N'hésitez pas de m'écrire, de laisser un commentaire en dessous de la vidéo et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et puis X également, Instagram aussi. Merci, au revoir.